Merci. Et ben, bonjour à tous. Encore une fois, merci pour l'organisation, en espérant que l'heure qui va arriver se déroulera parfaitement bien. Alors, moi, je suis très ravi de pouvoir du coup échanger sur ces sujets. Je présente rapidement pourquoi, parce que ça va faire plus de 10 ans qu'on travaille sur ces thématiques et que, du coup, c'est toujours intéressant de pouvoir partager un peu d'expérience. Alors, je vais balayer rapidement. Alors, il y a une partie un peu introductive sur le sujet de la mobilité, parce que ça me paraît quand même important de travailler sur ces sujets et se présenter. Donc, bon, on est une société de conseil sur les sujets du développement durable. Ça fait un peu plus de 10 ans. Je passe très rapidement sur cette partie et sur l'historique également lié à la mobilité, puisque, comme je disais, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on travaille sur ces thématiques, à la fois sur des niveaux très opérationnels, mais aussi plus stratégiques ou de conseil. Avec également des outils enfin, on appelait ça un écosystème, un do tank sur ces sujets. Les enjeux de la mobilité. Alors, je voulais mettre l'actualité parce que du coup, en ce moment, on est tous confinés, ou en tout cas une grande majorité d'entre nous. En ce moment, j'ai regardé hier sur Citadin, on a 0 km de bouchon, bonne nouvelle. Donc l'impossible devient possible, hein. On se rend compte, et je ne sais pas pour vous, mais que ce type de graphique, pour ceux qui vont les scanner, qui habitent dans les régions type Île-de-France, c'est quasi incroyable. Mais d'habitude, c'est plutôt ça, les embouteillages et la circulation sur l'Île-de-France. Alors, on a la même typologie hein, dans toutes les grandes agglomérations de France. Et j'avais un peu scanné les différents records d'embouteillage. Alors là, c'est hors période particulière de grève ou de neige. Donc, c'est vraiment des périodes où un mardi matin, il pleut et il y a beaucoup de monde qui vont au travail. Donc, voilà. Et les chiffres clés autour de la mobilité, c'est souvent des chiffres qui sont assez impressionnants, hein. On passe un an à peu près de sa vie à chercher une place quand on est parisien. C'est à peu près 118 grammes. Et Frédéric Mazella prend souvent l'exemple du petit pot de yaourt à chaque fois que vous faites 1 kilomètre en CO2. C'est à peu près 50% de l'espace public. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, il y a beaucoup d'articles en ce moment qui tournent sur comment réutiliser une partie de ces espaces publics pour l'usage, par exemple, du vélo ou d'autres moyens. Ça pourrait être intéressant de privilégier aussi des axes pour le covoiturage. 1,08, c'est le taux de remplissage des voitures avec un véhicule qui fait 1,2 tonnes en moyenne. Donc, vous l'imaginez bien que c'est assez ridicule au niveau énergétique d'avoir plus d'une tonne pour se déplacer tout seul. Et c'est à peu près 20% du trafic aussi causé donc à chercher une place. Donc voilà, donc ça c'est des chiffres assez incroyable quand on les regarde dans le détail. J'ai voulu aussi décomposer et vous présenter bien évidemment la répartition modale des franciliens, mais enfin des Français tout simplement d'ailleurs, qui vont au trajet au quotidien. Pourquoi? Parce que là j'ai cité des chiffres franciliens, mais bien évidemment il n'y a pas que les franciliens. Et donc on voit qu'on a quand même une répartition de l'ordre de 78% des trajets domicile-travail qui sont en voiture seule, hein, donc on est vraiment sur l'usage massif de la voiture pour aller au travail. Et puis, ce qui est impressionnant, c'est que quasiment la moitié de ces trajets sont des distances très courtes, inférieures à 5 km. Alors, on a une vraie disparité entre la région Île-de-France et le reste de la France, en termes de distance et de temps, parce qu'on parcourt moins de distance, 10 km en moyenne versus 14, et puis par contre, on met quasiment 2 fois plus de temps. Ce qu'attendent aujourd'hui ou les comportements des actifs actuellement, c'est principalement diminuer les coûts. En tout cas, ça, c'est une recherche assez constante, alors qu'on fait de plus en plus de kilomètres. Donc, c'est assez contradictoire. Mais en fait, on voit que sur certaines analyses, ça coûte de moins en moins cher de se déplacer, en tout cas depuis les années 60-70. Le kilomètre par équivalent coût horaire SMIC, c'était le référentiel, est beaucoup plus intéressant. Donc, on voit que les actifs se déplacent de plus en plus pour aller au travail. Et la plupart, maintenant, les 2 tiers sortent de leur commune, avec une augmentation de 2 km en moyenne, enfin sur la distance médiane plutôt, depuis les années 2000. Et 28 à 45 heures, ça me fait souvent rire de prendre ce type de chiffre, mais c'est impressionnant de se dire qu'en fin d'année, on passe 5 semaines à peu près en moyenne dans les embouteillages. C'est le temps de nos vacances normalement. Et j'ai essayé d'illustrer ça sur la métropole du Grand Lyon. Alors, désolé pour la qualité du slide, mais globalement, on voit là, avec les petits points rouges ou oranges sur la droite, que c'est les personnes qui sortent de leur commune et qui font plus de X kilomètres, alors en fonction de la nuance, jusqu'à 50 km pour ceux qui sont en rouge vif. Ça, c'est les années 70 pour aller au travail. Dans les années 90, on voit que cette évolution est quand même assez importante en termes de distance, et là, ça se reflète bien sur le graphique.
et du coup, c'est lié principalement à l'étalement urbain, bien évidemment. Et dans les années 2010, on est arrivé à ce type de graphique et donc d'enjeux. Et ça explique en partie les enjeux qu'on a eu il y a 2 ans avec les Gilets jaunes. Parce que du coup, forcément, étalement urbain, ça veut dire plus de distance, ça veut dire tous les enjeux associés en termes de temps et d'euros. Sur un autre angle, donc un angle plus environnemental, la mobilité, c'est à peu près un tiers de son émission de gaz à effet de serre. C'est donc 3 tonnes par personne et c'est également une grande quantité donc des émissions liées au quotidien, 70%. Donc les conséquences, elles sont énormes, hein, puisque on parle d'énergie fossile. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu ou commencé à voir les articles sur la reprise ou le confinement, le déconfinement avec une éventuelle reprise économique, où on voit que les enjeux et les scénarios nous démontrent qu'on va avoir probablement, dans les mois ou les années à venir au plus tard, des enjeux très forts sur l'approvisionnement en pétrole, ce qui est assez contradictoire avec l'actualité, puisque le taux là, du baril est extrêmement faible. On a des enjeux de changement climatique, on en reviendra dessus, et des impacts sur notre santé, puisque, on va le voir juste après, mais il y a des enjeux de qualité de l'air. Un tiers de notre temps passé dans une agglomération de type Paris est finalement avec une qualité de l'air qu'on peut considérer moyenne ou médiocre. Ça a quoi comme conséquence? Ça a une première conséquence qui est pas très glorieuse, mais c'est la troisième cause de mortalité évitable après le tabac et l'alcool. Près de 50 000 personnes par an. Et puis une vingtaine de jours de déclaration ou de déclenchement de la procédure d'alerte sur la qualité de l'air. Et puis des conséquences de plus en plus contraignantes qui vont arriver avec la loi d'orientation des mobilités sur les enjeux d'accessibilité au centre-ville. L'illustration, c'est les vignettes critères qui permettront ou pas d'autoriser certains véhicules. Hop. On passe maintenant au coût. Le stationnement pour un véhicule, c'est plusieurs centaines d'euros par an ou par mois, en moyenne 2 000 euros sur des régions comme Paris. C'est aussi un temps, finalement, qui est important et qui, du coup, amène des conséquences sur des arrêts de travail. Pratiquement 10% des arrêts de travail sont liés au domicile travail, au trajet plutôt. Et on a aussi, pour les dépenses personnelles, c'est le deuxième ou troisième source de dépenses des ménages en fonction des profils, CSP+, ou pas, et les pouvoirs d'achat. Donc, c'est environ 6 000 euros de budget par an pour un véhicule. Bien évidemment, ça dépend des véhicules et des personnes, mais globalement, ça passe après le logement qui est toujours premier et éventuellement l'alimentation pour certains en deuxième. C'est aussi le premier facteur de stress des franciliens. Donc ça, c'est un baromètre qu'on peut suivre depuis 10 ans. Tous les ans, c'est le même sujet. Se déplacer pour aller au travail est un stress pour plein de raisons, la ponctualité, les conditions, etc. Et la majorité des Français souhaitent bien évidemment avoir des transports moins coûteux. Alors, on va rentrer dans un contexte un tout petit peu plus large. J'ai repris des illustrations de ce qui m'apparaît fait important en termes d'actualité sociétale. Donc, vous avez aujourd'hui un collectif, c'est Notre Affaire pour tous. Donc ça, c'est les étudiants qui manifestent aujourd'hui sur les enjeux climat, qui nous ont dit il y a quelques semaines ou quelques mois maintenant dans la rue, quand je serai grand, je voudrais être vivant plutôt que de trouver une profession. Donc, c'était une image. Mais donc, eux sont mis dans un collectif où l'objectif, c'est de démontrer et de pousser les entreprises à être dans une démarche beaucoup plus vertueuse sur les enjeux RSE. Et je ne sais pas si vous avez vu ce graphique, mais ils avaient fait un classement où il y avait toutes les boîtes du CAC 40 à peu près et la mise en conformité sur les sujets RSE. Et vous aviez des notes de 0 à 100% et aucune entreprise avait 100% de mise en conformité sur ces sujets RSE. Les meilleurs avaient 70% et la moyenne était autour de 40%. Donc on voit que la pression est montante par les citoyens. Il y a aussi un autre sujet qui est les économies collaboratives et tous les modèles économiques associés qui ont explosé avec l'arrivée d'Internet et des modèles associés, où là, il y a de plus en plus d'attentes en termes de partage, de solidarité, d'échange. Et on ne veut plus acheter de la même manière qu'il y a quelques années. Et il y a eu aussi cette actualité gilet jaune. Alors c'est assez raccourci, hein, mais en fait ça a quoi comme conséquence? Ça a des conséquences pour les employeurs qui sont l'attractivité et la marque employeur. Un recrutement ne peut plus se faire comme il y a quelques années, en termes de mobilité, d'image.
de services proposés aux collaborateurs, voitures de fonction ou pas, etc. Nous, on le voit grandissant, les collaborateurs les plus jeunes aujourd'hui attendent de leur manager un certain nombre d'évolutions des pratiques. C'est les nouveaux modèles de société. Alors, j'ai rajouté par exemple aussi MaaS sur la mobilité as a service. Ça fait 10 ans qu'on en parle. On a du mal à voir arriver ces services de manière fonctionnelle, mais en tout cas, c'est des modèles qui sont de plus en plus partagés et ouverts. Et puis, c'est le pouvoir d'achat, puisque c'est souvent le nerf de la guerre dans une économie comme la nôtre. Le contexte réglementaire évolue, et donc ça, c'est des bonnes nouvelles, puisque ça fait quand même très longtemps qu'on attendait des réglementations un peu plus actives sur ces modes. Et donc la LOM, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui est la loi d'orientation des mobilités qui a été votée fin d'année dernière et est entrée en vigueur au 1er janvier 2020, va aider un certain nombre d'employeurs et de collectivités à faire une transition sur les enjeux écologiques ou à proposer des meilleures alternatives en mobilité ou une meilleure intégration. Donc on parle beaucoup plus de mobilité que de transport à date avec cette réglementation et on se projette sur une évolution des pratiques sur 10, 20 ou 30 ans. Donc on est vraiment sur un temps long et sur des grandes orientations. J'ai quand même fait une remarque que j'avais déjà faite, mais qui montre que la LOM remplit que 50% des objectifs que le GIEC peut nous fixer sur les enjeux empreintes carbone, environnementale, CO2. Donc, dans le meilleur des cas, si on coche toutes les cases, on restera quand même un peu en retard par rapport aux objectifs qu'on peut se fixer sur les enjeux climat. Alors, la LOM a quoi comme conséquence sur ces sujets de covoiturage? Une, c'est d'intégrer la mobilité dans les négociations annuelles obligatoires via le volet qualité de vie au travail pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Ce que ça veut dire, c'est que toutes les entreprises de plus de 50 salariés ayant un délégué social désigné doit intégrer le sujet de la mobilité durable dans son quotidien. Ça ne veut pas dire de forcément faire du covoiturage, mais on a vu que les contenus envisageables pour l'accord, c'est les enjeux liés au coût, liés au mode de transport plus vertueux. Et effectivement, si on se dit qu'on est deux dans une voiture plutôt que seul, et donc qu'on retire une voiture de la circulation, donc c'est viable uniquement dans ce contexte-là, c'est-à-dire j'ai deux voitures et j'en prends plus qu'une, on a une diminution assez flagrante de l'empreinte environnementale. Et on peut, via cette réglementation, commencer aussi à anticiper les prises en charge de certains frais de transport, ce qui n'était pas le cas hors transport en commun, par exemple, ou éventuellement certains frais kilométriques. Et une autre actualité, c'est le plan national covoiturage, quand même, qui avait été lancé par Elisabeth Borne en novembre 2019, qui a pour objectif de faire passer en France à 3 millions de covoitureurs réguliers. Donc, c'est multiplier quand même les quantités de pratiques au quotidien de manière assez importante et drastique, puisqu'on est vraiment sur des chiffres, Adrien pourra peut-être en parler, mais beaucoup moins élevés aujourd'hui. Et il y a aussi une structure qui s'est montée, qui s'appelle la registre de preuves de covoiturage, qui aura pour objectif d'aider un certain nombre d'autorités organisatrices de la mobilité, donc les structures qui organisent nos transports en commun, d'intégrer le sujet du covoiturage et de pouvoir justement aider les usagers dans l'intégration, dans leur passe, par exemple, de la pratique du covoiturage. Donc, on a à la fois un contexte légal qui évolue fortement et aussi au quotidien un certain nombre d'outils qui vont arriver pour les employeurs. Et donc, on est assez content, nous, de voir que ces signaux qui étaient orange passent tous au vert, en espérant maintenant que les comportements puissent suivre et que les solutions également. Voilà pour l'introduction un peu longue, désolé, mais ça m'apparaissait important. Je vais laisser la main à Adrien maintenant sur la partie covoiturage en France et tu me fais signe pour que je puisse défiler les slides. Lèverai la main. Ouais. Merci beaucoup. Donc, covoiturage en France, je vais refaire une petite intro plus globale que Blabla Lines en repartant un petit peu de Blablacar et les 10 dernières années. Donc, je veux bien le slide. Pourquoi je pars de là en fait? Parce que si on prend un peu de recul, Blablacar, ça a plus de 10 ans. Et en fait, il y a plus de 10 ans, Blablacar travaillait déjà sur des plateformes domicile-travail avec Timothée auprès des entreprises. Et ça n'avait pas extrêmement bien marché à l'époque pour plusieurs raisons. Une, le marché n'était pas encore prêt, le contexte légal n'était pas aussi stable avec autant de volonté politique qu'aujourd'hui. Et les technologies n'étaient pas suffisamment adaptées pour permettre un usage simple. Du coup, Blablacar s'était concentré sur la longue distance qui a été un vrai succès en France et partout dans le monde avant de revenir avec une offre plus domicile-travail. Donc aujourd'hui, pour donner un peu le contexte, Blablacar, c'est 18 millions de membres en France, 90 millions de membres partout dans le monde, dans 22 pays. En termes de volume, c'est 25 millions de voyageurs par trimestre. Une comparaison, c'est British Airways qui était à plutôt 11 millions par an avant la crise actuelle.
Et l'impact que Blablacar peut avoir, on le voit sur les économies de CO2. Donc au global, ça fait 1,6 million de tonnes de CO2 économisées chaque année, c'est-à-dire plus que la totalité du trafic routier juste à Paris. Il y a un impact CO2, il y a un impact bien sûr financier pour les conductrices et conducteurs qui peuvent économiser de l'argent et pour les passagers qui peuvent économiser leur coût de transport. Mais il y a aussi un impact un peu social qui est intéressant, qu'on voit dans le point où je mentionne que la moitié des covoitureurs ont déjà changé d'avis sur un sujet à la suite d'une discussion en covoiturage. Ça, c'est extrêmement intéressant puisque ça montre une vraie richesse des discussions et une vraie connexion. Et la statistique un peu plus fun, c'est qu'une personne sur 5, 21%, ont déjà révélé à leur covoitureur quelque chose qu'ils n'avaient jamais dit à personne. Bon, ce qu'on dit parfois en interne, c'est qu'on est le plus grand psy de France, en fait, avec 18 millions de gens qui peuvent parler les uns aux autres. Ce qui est assez important de retenir sur les 10 années passées, c'est le volume d'activité, donc qui donne une masse et une assise et une légitimité très forte pour faire du covoiturage, et un succès basé sur la confiance. Là aussi, il y a des analyses qui ont été faites qui permettent de montrer que les covoitureurs font plus confiance à un profil complet Blablacar qu'à leurs collègues ou leurs voisins. Et en fait, c'est le deuxième groupe auquel ils font plus confiance quand on les compare à leur famille, leurs voisins, leurs collègues et des gens qu'ils ne connaissent pas vraiment sur des réseaux sociaux. L'exemple est à gauche, en fait. Non, je veux bien le merci. Où on voit un profil vraiment complet Blablacar. C'est très détaillé, donc ça, c'est mon profil, en fait. Donc, c'est moi avec une petite description, le nombre d'avis qui ont été laissés par la communauté, une note de conduite, des détails sur ce que j'aime bien ou pas en voiture, des pièces d'identité vérifiées, un email vérifié, connexions amis Facebook, depuis quand je suis membre. Donc, tout ça, c'est quand même assez clé de garder ça en tête puisque sur le covoiturage, et vous devez encore le voir en entreprise ou collectivité territoriale, la confiance et l'inconnu restent une barrière même maintenant. Donc ça, c'était la longue distance. On a fait quelque chose de très fort qui marche très bien. Mais le vrai enjeu, c'est que les gens possèdent des voitures non pas pour partir en week-end avec leurs amis, mais pour aller travailler. Du coup, slide suivant. Merci. Du coup, le vrai enjeu du covoiturage, le vrai Graal, il est plutôt sur le domicile-travail, puisque c'est là qu'il y a le plus gros taux d'usage des voitures. En France, la statistique que j'avais, c'est qu'une voiture, si elle sert dans une journée, en moyenne, elle ne va faire que 31 km. Donc, c'est vraiment des trajets très courts, très domicile-travail. Timothée en a un petit peu parlé, mais aujourd'hui, chaque matin en France, il y a environ 16 millions de personnes qui utilisent leur voiture personnelle pour aller travailler, ce qui correspond à 70% des employés de France, donc même sans compter des indépendants, par exemple. Et si on prend ce chiffre de 16 millions, qu'on se dit qu'on peut mettre 4 personnes par voiture, en fait, ça fait que chaque matin, il pourrait y avoir toute la France dans les voitures qui sont sur les routes. Il y a un coût pollution de CO2 qui est très visible, avec à gauche le même graphique que mentionnait Timothée, le gros pic de pollution un mardi matin, pas de pollution, pardon, le gros pic de trafic un mardi matin en octobre 2019 lié à des mauvaises conditions climatiques, où là tout de suite ça explose et ça rend la vie invivable pour tous les autosolistes. Et il y a un coût financier très fort, puisqu'en moyenne, c'est 204 € par mois qui est alloué par voiture juste pour les trajets de domicile-travail. Donc ça, si on l'annualise, c'est un peu plus de 2000 € qui sert juste à utiliser sa voiture pour aller au travail. Une autre statistique sur le taux de remplissage qu'on a déjà mentionné, mais en moyenne 1,08 personnes par voiture, donc ce qui veut dire la conductrice et une fois de temps en temps une autre personne. Statistique intéressante, c'est que si on augmentait la moyenne à 1,7, donc c'est une grosse augmentation, mais ça ne paraît pas délirant non plus, les bouchons pourraient intégralement disparaître puisqu'on retirerait les voitures de la route et il y aurait moins besoin de gens sur place. Donc ça, c'est le contexte plus de domicile-travail. Et donc, si je reprends mon prisme Blabla, Blablacar, après avoir développé le covoiturage sur la longue distance, s'est relancé sur la domicile-travail il y a un peu plus de 2 ans, avec une marque séparée, une application dédiée, puisque c'est un usage vraiment spécifique, qui est BlablaLens. Merci. Donc, comment marche BlablaLens? Si on se concentre uniquement sur BlablaLens, c'est quelles sont un peu ses spécificités? Parce que une approche très forte maintenant aujourd'hui, c'est une démarche collaborative auprès des entreprises et des collectivités territoriales. Donc là, pour aujourd'hui, on se concentre un petit peu plus sur le côté entreprise, mais on a toute une approche auprès des différentes AO. Ce que je voulais rappeler, c'est qu'on met au cœur de chaque décision la simplicité d'usage pour tous les covoitureurs. C'est qu'il ne faut pas perdre de vue cela. C'est que malgré les contraintes que chaque acteur peut avoir, que ce soit une collectivité territoriale ou une entreprise,
En fait, il faut une plateforme extrêmement simple d'usage, sinon ça ne marchera pas. Donc, il peut y avoir plein de spécificités qui sont adressées par de l'éducation, de la formation, donc c'est sur quoi on travaille avec Ecodev, mais il faut que la plateforme soit vraiment extrêmement simple à utiliser, sinon, quelles que soient les conditions que vous allez mettre en œuvre financières pour aider ou d'éducation, si in fine l'application ne marche pas, ça ne marchera pas. Donc nous, on a quand même un très gros prisme qui est basé sur les expériences de Blablacar sur les 10 dernières années, de faire une application extrêmement simple, cœur de cible pour le domicile de travail, où on s'assure que ça marche parfaitement pour ces gens-là et que dès qu'ils l'utilisent, ça rentre dans leur quotidien. C'est un petit peu mon deuxième point où, en gros, on s'est appuyé sur plus de 10 ans d'expérience du covoiturage en se demandant qu'est-ce qui différait entre les trajets domicile-travail et le trajet longue distance. Ici, quelque chose de très concret qui diffère et qui explique pourquoi c'est notre application, c'est que sur de la longue distance, en général, vous n'allez pas voyager plusieurs fois avec la même personne. Vous allez plutôt découvrir des nouvelles personnes à chaque fois. Donc, il y a une grande valeur dans la découverte de nouvelles personnes pour trouver le trajet parfait. Sur le domicile travail, ce n'est pas ça qu'on voit aujourd'hui. Via une application comme DoubleAlliance, vous allez rencontrer une, deux, trois, quatre personnes qui font des trajets très similaires. Et après, vous allez faire la majorité de vos trajets avec ces gens-là. Donc, vous allez créer ce qu'on appelle un équipage de covoiturage, assez simplement, et qui va être les gens avec qui vous covoiturez souvent. Ce ne sera pas forcément vos collègues, et ça c'est assez important de le rappeler, ça peut être des gens qui travaillent dans l'entreprise à côté, qui est juste à côté, mais qui habitent près de chez vous. Et donc le fait que sur le domicile de travail, vous soyez plus souvent avec les mêmes personnes, ça fait que c'est une application qui va plutôt chercher à organiser le quotidien des gens qui se connaissent, plutôt que de faire découvrir de nouvelles personnes à chaque fois. Aujourd'hui, on est présent via Navigo, dans l'assistant SNCF et en intégration dans d'autres applications en ce moment, et dans l'écosystème Blabla. Pourquoi je le mentionne? Puisqu'en fait, aujourd'hui, la vision, c'est vraiment d'intégrer cette offre de domicile travail dans tout l'écosystème Blablacar, covoiturage longue distance et bus. C'est intéressant parce qu'en fait, on a déjà des lignes de bus avec Blablabus qui couvrent certains cas d'usage domicile travail. On a des Lyon-Grenoble ou entre l'aéroport de Lyon et le centre de Lyon qui sont déjà gérés en Blablabus et qui répondent pour certaines personnes à un besoin de domicile travail. Donc, on a une offre vraiment globale qu'on est en train d'intégrer au fur et à mesure. Aujourd'hui, c'est 1,5 million de membres qui sont inscrits sur Blablaline et qui ont utilisé. Et surtout, ce sur quoi je voulais insister, c'est que comme on s'est appuyé beaucoup jusque-là sur la communauté Blablacar, qui est donc 18 millions de membres en France, on a aujourd'hui une liquidité. Donc, ce que j'appelle liquidité, c'est vous êtes un nouvel utilisateur, vous voulez utiliser l'application et vous faites une recherche et vous voyez s'il y a déjà du covoiturage qui existe. Et aujourd'hui, oui, on a ça sur tout le territoire français. Donc, il n'y a même pas besoin de créer, entre guillemets, la masse critique, puisque ce qu'on voit, c'est qu'elle est présente partout en France aujourd'hui. Donc, c'est la carte qu'on voit à gauche, avec un nombre de trajets disponibles qui est très dense partout. Alors, certaines régions comme la Creuse sont encore un petit peu sous-pénétrées, mais c'est normal, il y a moins de monde sur place. Et le chiffre qui est assez parlant là-dessus, c'est qu'on a une très forte activité en Île-de-France, mais pour autant, on a déjà 3/4 de l'activité qui est hors Île-de-France. L'Île-de-France et la région Auvergne-Rhône-Alpes sont à peu près à égalité en volume d'activité, puis après l'Occitanie, puis les Hauts-de-France. Donc, on est très, très largement présent. Je viens le next slide. Concrètement, ce que ça a donné, pour vous donner un peu la tendance sur les derniers mois. Donc, en gros, aujourd'hui, sur 2020, avant ce qui se passe en ce moment avec le coronavirus, on était sur une multiplication x10 entre 2020 et 2019. On le voyait dès janvier-février et même depuis début mars. Ça, c'est une augmentation du nombre de trajets tous les mois. Comme on peut le voir, on est à peu près stable et on grossissait doucement entre 2018 et 2019. Donc, mi-2018, c'est vraiment le lancement national. Et ça a commencé à accélérer très fort partout en France à partir de septembre. La grève de décembre et janvier a fortement augmenté le nombre de covoitureurs. Et ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas retombé après. Quand je dis que ça n'est pas retombé, c'est qu'on a conservé en usagers sur la plateforme un peu plus de la moitié des usagers qui ont commencé pendant la grève. Donc le covoiturage n'était pas juste une alternative pendant la grève avant de retourner à leur moyen de transport classique, c'est qu'on en a gardé une grande partie. Je trouve ça intéressant puisque ce qu'on voit sur comment on amène des gens à faire du covoiturage, et c'est là que c'est très intéressant de discuter avec Ecodev et avec toutes les entreprises, c'est qu'il y a un peu 4 étapes. La première étape, c'est la considération.
Pardon, la première étape, c'est plutôt je connais une plateforme. Donc, j'ai découvert que Blabla Lines ou une autre plateforme de covoiturage existe. J'en ai entendu parler, j'ai vu une publicité, je découvre cela. La deuxième étape, ça va être la considération. C'est OK, je sais que Blabla Lines existe et je vais m'y mettre. Si, je vous promets, je vais essayer. La semaine prochaine, j'essaye. Et ça, on a tous été dans cette situation-là où on connaît des proches qui sont dans cette situation depuis longtemps. Ça peut durer très longtemps. J'ai envie de le faire, mais je passe pas à l'acte en fait. Et la troisième, c'est le passage à l'acte. Et ben finalement, j'essaye. Et la quatrième, après, ça va être la rétention, c'est je continue. Et en fait, le finalement, j'essaye, il vient en général d'un changement dans sa vie personnelle ou du contexte extérieur. Quand je dis changement, ça peut être quoi? Ça peut être des grèves, ça peut être OK, il y a vraiment des grèves, du coup, il faut que je trouve quelque chose. Je peux enfin passer à l'acte sur quelque chose que je voulais essayer depuis longtemps. Ça peut être un déménagement. Je continue à travailler au même endroit, mais je déménage de Évry à Meaux et donc j'ai perdu mes habitudes de transport. C'est l'occasion d'en tester une nouvelle. Ça peut être des mesures incitatives et de sensibilisation en entreprise. OK, il y a vraiment un événement, on me motive pour essayer de le faire, je vais y aller, je tente ma chance et je commence. Donc c'est là où les grèves étaient intéressantes puisqu'elles ont accéléré un petit peu cette période. Sur le volume d'activité, ça grossit très très fort. Il y a déjà de la liquidité, mais le potentiel est énorme puisqu'on n'est pas encore aux 3 millions de covoitureurs qui sont le but ministériel à 2024. Nous, aujourd'hui, pour partager des chiffres, on est plutôt entre 200 et 300 000 voyageurs par mois sur une base normale à peu près et en forte accélération. Donc, je reviens sur le fonctionnement pour montrer le point auquel ça a été pensé extrêmement simplement. Il y a vraiment une approche très, très utilisateur final chez Blabla Lines. C'est-à-dire qu'on ne va pas créer une ligne de covoiturage physique ou chercher à développer spécifiquement un tel endroit. On laisse les gens créer le covoiturage entre leur domicile et leur travail. Et en faisant ça, ça crée une granularité énorme et tout le territoire est couvert. Aujourd'hui, c'est grosso modo 7 étapes très très simples pour commencer. Télécharger l'application qui est donc disponible sur Android et iOS. On s'enregistre soit avec votre compte Blablacar, soit avec votre numéro de téléphone. Compte Blablacar, c'est intéressant puisqu'on a permis de faire comme un Facebook Connect, si vous voyez. Donc, quand vous téléchargez l'application, vous avez Blabla Connect. Et si vous avez déjà un compte Blablacar, ça va permettre de récupérer toute la confiance que vous avez créée sur Blablacar. Donc, typiquement, les avis que vous avez reçus, votre photo, le numéro de téléphone et l'email déjà vérifié, et de l'utiliser dans Blabla Lines. Aujourd'hui, on a environ 2/3 des gens qui créent un compte Blabla Lines qui utilisent cela. Donc, les profils sont déjà complètement remplis niveau confiance et on peut transposer cette confiance de Blablacar à Blabla Lines. Si vous n'avez pas de compte Blablacar, c'est le numéro de téléphone très simplement. Compléter information personnelle, donc c'est typiquement vérifier que c'est le bon nom, prénom. Racheter une photo. La photo est obligatoire pour des raisons de confiance. Ça permet de s'assurer qu'on va reconnaître la personne quand on va la rencontrer et ça rend les profils plus vivants et plus concrets. Et juste après, c'est juste renseigner adresse de domicile, adresse de travail, puis les horaires. Petit point sur les horaires ici. Il y a une des barrières qu'on entend souvent, c'est oui, mais je ne peux pas le faire tous les jours, je ne peux pas m'engager tous les jours. Ça, c'est très simple en fait. On a des gens qui covoiturent uniquement le lundi et le mardi matin, puisque le reste du temps, ils ne savent pas à quelle heure ils partent, ils ont d'autres contraintes. C'est complètement prévu dans l'application. Vous enregistrez domicile et travail et à quel moment vous pouvez voyager dans la semaine. Ça se voit concrètement sur quelque chose qui est qu'en moyenne, nos utilisateurs actifs font entre 12 et 15-16 trajets par mois avec Blabla Lines. Ça veut dire qu'ils ne font pas que du Blabla Lines. Ça veut dire qu'ils utilisent d'autres moyens de transport, puisque le potentiel sur un mois donné, c'est 20 jours travaillés x 2 trajets, donc plutôt 40 jours. Donc ça, c'est vraiment prévu pour s'adapter à votre emploi du temps. Et si le mercredi, il y a des contraintes personnelles, du sport, des enfants, autres, vous renseignez juste qu'à ce moment-là, vous ne pouvez pas et donc vous n'en avez pas de prévu à ce moment-là. On vous demande enfin, est-ce que vous êtes plutôt passager ou conducteur pour vous proposer des gens directement sur votre route. Donc tout ça, pour avoir fait des tests, ça prend à peu près entre 40 et 50 secondes, un petit peu plus si on prend vraiment le temps de tout bien lire. Mais à la fin de ces phases-là, de juste cette étape, vous avez directement vos résultats avec combien de personnes sont disponibles sur le trajet que vous cherchez à faire. Je viens de next slide.
Et donc, fonctionnalité entreprise, qui n'était pas mentionnée au slide d'avant, mais aujourd'hui, donc, en se rapprochant des entreprises, en leur proposant des solutions, ce qu'on a mis en place et qu'on va voir dans la vidéo juste après, c'est que les covoitureurs peuvent renseigner leur entreprise. Donc aujourd'hui, ce n'est pas obligatoire. On propose aux covoitureurs de le faire. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, plus de 3/4 des gens le font naturellement sans même qu'on leur demande de le faire. En fait, on leur propose de racheter l'entreprise pour plusieurs raisons. Ça va nous permettre de faire du reporting aux entreprises, de leur donner des informations. Et ça va permettre aux covoitureurs de créer de la confiance sur leur profil, puisque l'entreprise va être visible. Encore une fois, s'ils ne souhaitent pas montrer leur entreprise, ils ne le font pas et personne ne les empêche d'utiliser l'application. Ça permet d'acheter la confiance et concrètement, ça permet aussi à BlaBlaLines de fournir un reporting détaillé aux entreprises. Pourquoi un reporting détaillé? On en parlera un petit peu après, mais ça permet notamment de mesurer l'impact des actions de sensibilisation mises en place. Donc, nombre de collaborateurs inscrits, nombre de trajets réalisés chaque mois en tant que conductrice ou passagère, argent économisé, volume de CO2 économisé. Toutes ces informations-là qui permettent de mesurer l'impact. Le fait qu'aujourd'hui, on demande déjà aux gens d'acheter l'entreprise, ça permet d'avoir déjà un peu une baseline. Donc là, on le voit aujourd'hui, on a déjà quelques milliers de personnes. Ça a été lancé il y a seulement 15 jours, mais déjà quelques milliers de personnes qui ont renseigné leur entreprise. Et ça nous permet de dire, OK, dans telle entreprise, il y a déjà tant de covoitureurs, alors que peut-être rien n'a été mis en place. Donc ça donne un peu le potentiel de base avant de mettre en place des initiatives. Je veux bien si on peut regarder la vidéo. Ouais, alors, bon, désolé hein, pour la logistique. Alors, on va voir si ça marche direct. Je sais pas si vous voyez bien l'écran là, Adrien. On le voit, ouais. Génial. Donc, là voilà cette vidéo. On voit tes slides de Timothée pour l'instant. Ah, Je pense qu'il faut que tu quittes le ok, non, PowerPoint. désolé, je débute. Non, il faut que je refasse un autre partage, effectivement. Hop. Est-ce que là, Ouais, c'était bien parti. c'est bon là ou pas? Oh, Non, on voit ton bureau. Alors, hop, C'est bon. c'est bon? Oui. Je tremblais depuis tout à l'heure sur cette manipulation. C'est réussi si elle marche. Vous avez votre page d'accueil en fait, et vos trajets. Et dans le menu, donc là c'est un collègue Alban, informations personnelles que vous pouvez remplir. Et vous allez voir un fichier entreprise. Donc là on s'est amusé à choisir EDF typiquement et Blablacar. Et vous pouvez remplir votre entreprise ou école. Il y a une liste prédéfinie d'entreprises qui sont les plus gros employeurs de France. Mais si votre entreprise n'est pas dedans, vous pouvez rentrer manuellement un nom et on va l'enregistrer et le modérer a posteriori pour vérifier que ça existe bien, ce qui nous permet d'avoir déjà plusieurs milliers d'entreprises en base. Donc là, Alban a tout simplement renseigné qu'il travaillait chez EDF. Et ce que je voulais montrer également, c'est le côté dans la recherche, où est-ce que l'information est visible. Donc là, il va choisir de voyager typiquement avec moi, Adrien. Et il veut savoir où est-ce que je travaille. Il voit bien mon trajet, travail, domicile. Il se demande mais où est-ce qu'il est exactement, où est-ce qu'il est exactement. Et du coup, il va pouvoir venir cliquer sur mon profil, comme il va le faire dans quelques secondes. Voir le profil, où là, on voit tout le niveau de confiance, mes avis, nanana, et travail chez Blablacar. Donc, c'est tout simplement ça aujourd'hui. Et le simple fait de le proposer aux gens, ils l'acceptent complètement. On le voit déjà, on met son entreprise sur Facebook, sur LinkedIn, et on voit la valeur que ça a de racheter de la confiance, typiquement pour les trajets de domicile-travail. Je vois qu'il y a plein de questions en même temps. Je pense que je les prendrai après. Dis-moi, Thomas, si on peut ouais, plus. on les prendra sur la fin. Et puis celle sur laquelle on n'aura pas eu le temps, on fera un peu dans le compte-rendu, les réponses un peu plus formelles pour que tout le monde puisse avoir des réponses. Très bien. Le slide d'après illustre juste des exemples de reporting qu'on a mis en place. Donc, vous voyez en bas à gauche un tableau chargé de chiffres, mais qui permet d'avoir tout le détail des KPI qu'on partage. Donc, quels sont le nombre de membres inscrits, le nombre de trajets qui ont été faits, une répartition de distance des trajets, le nombre de passagers par trajet en moyenne. Tout ça, l'intérêt, c'est quoi? C'est principalement deux choses. Comprendre l'usage du covoiturage sans S, pardon, cette typo, par vos collaborateurs. Donc, comment les gens utilisent une application comme BlaBlaLines et mesurer l'impact des mesures incitatives et actions de sensibilisation et avoir des données chiffrées qui permettent de mieux discuter tous les ans des obligations de discussion sur la mobilité pour vraiment voir l'évolution. Donc, ce sont des exemples de les chiffres qu'on donne, comment on peut les mettre en forme de manière visuelle, que ce ne soit pas trop abstrait. Donc, tout simplement, on est en train de travailler là-dessus.
Aujourd'hui, c'est un reporting qu'on envoie aux entreprises et on est probablement en train de mettre en place une version en ligne avec un accès direct aux entreprises pour pouvoir elles-mêmes checker ça directement sans attendre que ça vienne de nous. Ok. Merci. Merci Adrien. Alors maintenant, on va, pour finir, parler du déploiement du covoiturage en entreprise. Enfin, ça pourrait être d'ailleurs pas que pour les entreprises, c'est pour tous les employeurs, publics, privés. Et j'ai voulu quand même partager un certain nombre de bonnes pratiques et ou de retours d'expérience liés à quand même un certain nombre de notions. Et la première, c'est celle du comportement et des usagers de manière générale. Et je prends l'exemple, parce alors je fais souvent cette parenthèse, mais parce que on travaille avec un docteur en sociologie qui a fait une thèse de 8 ans sur les changements de comportement domicile-travail, donc il faut le trouver, et il nous a sorti un certain nombre d'exemples qui démontrent que faire du covoiturage ou d'ailleurs faire du vélo ou d'autres pratiques ne se décrète pas, mais s'accompagne. Et l'illustration qu'il prend, c'est donc un sociologue qui a fait une étude à Rennes sur un feu rouge pour voir combien de gens traversaient lorsque le feu était rouge. Donc on a, dans une situation classique, environ 16% de gens rebelles qui vont traverser alors que ce n'est pas à eux de traverser. Il a voulu influencer cette pratique en se disant, tiens, je vais avoir un usage et passer devant tout le monde, donc en statut moyen, donc jean, basket, t-shirt, et puis ça a passé de 16 à 18%. Donc on a une influence qui, au niveau statistique, ne tient pas, enfin, qui est quasiment nulle. Et puis il a fait la même chose dans un statut qu'il a appelé élevé, costume, cravate, et là on est à 54%. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en attaché-caisse est très bien habillé, donc statut considéré comme riche, fait la bascule, c'est-à-dire qu'on a la majorité des gens qui le suivent. Et il a fait la même chose dans un statut faible. Je vous laisse imaginer le profil, et on est arrivé à 9%. Ce que ça veut dire finalement, c'est qu'un certain nombre de nos comportements sont des comportements liés à notre sociologie sociale, ou un statut social et une psychologie, on va dire sociale plutôt qu'une sociologie, mais est complètement inconsciente. Ce que ça veut aussi dire, c'est que l'exemplarité dans une entreprise et la communauté amène à avoir du report modal et ou une capacité à utiliser un certain nombre de nouveaux usages, autopartage, covoiturage, vélo ou d'autres, hein, je vous passe les exemples, sont liés quand même à un contexte global et collectif. Et je prends souvent cet exemple de la direction, parce que si vous avez un haut dirigeant qui vous dit nous, il faut qu'on soit vertueux pour la partie carbone, faites du covoiturage, et qu'un certain nombre de hauts dirigeants n'ont jamais utilisé ce type de démarche, d'application, ou ne savent même pas vraiment ce qu'il y a derrière, c'est compliqué d'imposer aux collaborateurs et ou de pousser massivement les gens à faire ce qu'on dit de faire alors qu'on ne le fait pas nous-mêmes. Donc il y a une exemplarité et une démarche qui est assez importante, parce qu'aujourd'hui, s'il y a un retour d'expérience, c'est qu'en plus de 10 ans d'accompagnement sur les entreprises sur ces sujets de mobilité durable, on voit bien que les moyens mis en œuvre par rapport aux enjeux sont extrêmement symboliques. Et du coup, c'est compliqué, en mettant des moyens très faibles, d'imaginer, espérer avoir une efficacité. Et donc voilà. Et donc souvent, on remet en cause plutôt l'action en elle-même que les moyens qu'on a mis en œuvre. C'est très simple de dire l'application, les gens ne font pas, ou ça ne marche pas pour telle raison, plutôt que de se remettre en cause en disant on l'a peut-être mal intégré, on l'a peut-être mal priorisé, et on n'a pas forcément travaillé sur le sujet de manière structurée. C'est assez négatif comme retour, mais au final, c'est normal, c'est nouveau. Les entreprises ne scannaient pas ces sujets, ne les intégraient pas au quotidien, et donc ça nécessite du temps pour qu'on apprenne tous, nous les premiers, comme le disait Adrien, il y a un peu plus de 10 ans, quand avec Frédéric Mazellan, on travaillait sur le covoiturage domicile-travail, on a fait des erreurs sur le déploiement, ou avec d'autres d'ailleurs partenaires sur d'autres sujets, mais donc du coup, c'est intéressant maintenant de capitaliser dessus. Donc les étapes de changement, ça revient un peu à ce que disait tout à l'heure Adrien. Il y a la première chose, c'est inhiber l'habitude. Donc ça, c'est tous les sociologues qui vont dire changer ses comportements, ça passe par 3 grandes étapes: fournir une bonne raison de changer et permettre de passer à l'acte. Donc il faut toujours avoir en tête ces 3 grandes étapes pour pouvoir comprendre comment le déployer. Si on prend l'exemple actuel, on peut plus se déplacer, donc on a une bonne raison de changer, et le télétravail explose, et donc ça nous permet de passer à l'acte. On peut le suivre sur un certain nombre de raisonnements, on l'a vécu avec les grèves il y a quelques temps, et on a des conditions du coup par la suite pour la pérenniser, cette action, qui sont la visibilité de l'acte. Bien évidemment, un employeur qui veut déployer du covoiturage doit rendre cette démarche visible,
l'importance de l'acte en termes de coût, de valeur. Si vous mettez une affiche 4x3 qui est simplement à l'accueil, alors que vous avez, je sais pas, 1500 collaborateurs et avec 500 covoitureurs réguliers en potentiel, on parle de millions d'euros de coûts finalement d'enjeux de mobilité à l'année. Si on y met en face quelque chose qui est trop symbolique, ça va même pas passer pour quelque chose de crédible auprès des collaborateurs. L'irréversibilité de l'acte, c'est-à-dire que quand vous actez un certain nombre de choses, typiquement je vais intégrer cette nouvelle façon de se déplacer via ma politique voyage, via des valorisations, des remboursements, et on le verra juste après sur par exemple le forfait mobilité durable. Il faut que ça soit ancré dans la stratégie d'entreprise. Et puis, il faut que les collaborateurs aient le choix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur imposer de dire demain, tu covoitures alors qu'hier, tu ne le faisais pas parce qu'il y a des freins, des contraintes et qu'on a tous envie, à un moment donné, de faire comme on le souhaite en fonction de ces enjeux. Les facteurs clés de succès, donc là on a voulu lister quelques grandes tendances, bien évidemment c'est pas exhaustif, mais le premier point quand même c'est d'avoir une communication, une stratégie de communication et de conduite de changement. C'est-à-dire que c'est important d'intégrer cette réflexion dans une stratégie globale et utiliser une boîte à outils comme qui va permettre en fonction de l'actualité de rebondir et ou d'être suffisamment présente dans le quotidien des collaborateurs. Faut travailler sur le long terme, enfin moyen ou long terme, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une démarche où dans 3 semaines tout le monde covoiturera. Il faut parler de projets à 6 mois, 1 an, 3 ans pour pouvoir se projeter sur du report modal. Et je vois par exemple des parcs d'activités, par exemple à Nancy, Parc du Brabois, ils ont fait 7% de report modal. On peut dire que c'est beaucoup, c'est faible, peu importe. En tout cas, c'est leur résultat, 7% de report modal sur 20 000 personnes, mais ça a pris quasiment 6 ans. Les 3 premières années, quasiment une épée dans l'eau, et puis les 3 dernières années ont été très efficaces. Mais derrière, il y a toute une incitation et toute une réflexion avec une association d'employeurs qui se sont fédérés autour de cette thématique. Et donc, on voit aujourd'hui les résultats, parce que 7% finalement au quotidien, ça vous fait un désengorgement assez fort du trafic routier. La masse critique, bon, dans un quadrille, on a parlé, je ne vais pas revenir dessus en détail, mais c'est important parce que si vous êtes un employeur avec un potentiel de covoiturage faible, c'est probablement important de pouvoir avoir des outils qui s'ouvrent aux voisins et qui sont sur une communauté partagée, parce que sinon, vous fonctionnerez pas, enfin, ça fonctionnera pas tout simplement. Ce que disait l'ADEME il y a quelques années, c'est qu'un site avec moins de 350 personnes n'a pas d'intérêt à déployer seul le covoiturage. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il ne faut pas payer ou développer sa propre application ou son propre outil parce que ça sera vraiment pas viable. Donc, il faut s'appuyer sur des outils existants, gratuits idéalement, ou avoir une autre stratégie. La machine à café peut être un super outil de mise en relation également. Mais l'idée, c'est surtout de travailler en main dans la main avec les voisins et les agglomérations interco de plus en plus. La capacité à mobiliser, j'en parlais juste avant, c'est aussi d'être crédible sur cette démarche, avec des incitations financières, valorisations diverses et variées. Donc voilà dans les grandes lignes. Après, on a voulu balayer les grandes étapes. Alors, je ne le trouve pas très joli ce slide, mais bon, c'est moi qui l'ai fait, donc je ne vais rien dire. Mais on est dans une montée en puissance de l'accompagnement, si je blague. Mais en fait, l'idée, c'est quand même d'avoir 4 grandes ou 5 grandes étapes, qui est de travailler sur un pré-diagnostic ou un plan de mobilité, idéalement en bonne et due forme, ou définir des objectifs en amont. Parce que depuis 10 ans, moi j'ai la même question quand une PME de 50 personnes veut déployer le covoiturage qu'une structure de 5000 personnes. Et on voit bien que entre 50 et 5000, les moyens ne sont pas les mêmes, les enjeux ne sont pas les mêmes, mais on a exactement les mêmes réflexes. Et donc je pense que c'est important déjà de se fixer cet premier objectif avec des données fiables. Ensuite, c'est catégoriser finalement ou d'avoir un différent on va dire, volant de communication et d'enjeux en fonction des cibles, des sites, parce qu'on ne va pas du tout communiquer de la même manière en zone urbaine dense comme Paris, comme en zone rurale. On sait bien qu'un site, par exemple, tertiaire ou d'ailleurs industriel en zone rurale, avec 95% ou 98% des gens qui viennent en voiture seule, ne vont pas avoir du tout les mêmes enjeux que le centre de Paris. Ça, c'est important aussi de l'identifier. Ça permet après de valider des actions d'incitation, de créer les bons supports et de déployer officiellement, j'ai envie de dire, les incitations sur la durée. Donc, si on revient sur les enjeux cognitifs de départ avec l'histoire du feu rouge, on ne va pas communiquer de la même manière aux personnes. Et Adrien l'a bien cité, c'est-à-dire qu'entre le moment où je découvre le service et le moment où je vais considérer le service ou l'utiliser, il y a des
il y a des vrais enjeux de communication différents. Vous ne communiquez pas de la même manière à quelqu'un qui a déjà testé comme que quelqu'un qui n'a pas testé. Ça paraît évident de dire ça, mais aujourd'hui, en entreprise, la communication sur le covoiturage est la même pour tout le monde, enfin, dans une grande majorité des cas. Donc les étapes, j'ai voulu les détailler rapidement. C'est quelles données, quel potentiel, quel objectif, quel est aussi retour sur investissement par voiture retirée de la circulation. Moi, je mets souvent cet argument et ce facteur en face des enjeux. C'est-à-dire combien ça coûte à un employeur de retirer une voiture de la circulation. Si vous avez, je sais pas, 350 personnes, 70% des gens qui viennent en voiture, vous faites votre produit en croix, vous vous dites, tiens, il y a 5-10% de gens qui peuvent covoiturer, bah, vous arrivez à quelques voitures qui vont potentiellement être retirées de la voiture de la circulation. Et est-ce que face à cet enjeu, vous avez envie de déployer énormément de moyens ou pas? Ça peut se justifier dans les deux sens. Mais c'est bien d'avoir ces données. Et souvent, pas dire tout le temps, mais souvent, les employeurs et les structures qui se lancent dans le déploiement de ces sujets ont du mal à avoir des réponses à ces chiffres ou à ces questions, on va dire, associées. Ce qui est la base quand même de la bonne définition après d'une action ou d'un plan d'action pertinent. Et dans la durée, puisque de toute manière, maintenant, il faut intégrer la mobilité dans les négociations annuelles obligatoires, dans les accords sociaux. Donc, on estime qu'il faut travailler sur une démarche plutôt marathon que sprint et justement se dire que si on n'a pas les indicateurs, c'est pas grave, on va les construire au fil des années, au fil des mois, pour pouvoir justement objectiver un certain nombre d'actions. Ça, c'est viable d'ailleurs pour tout type de déploiement annexe au covoiturage comme l'autopartage ou le vélo. Ensuite, il faut avoir une vision stratégique, identifier les acteurs clés, les mettre autour de la table et idéalement avoir, nous on croit beaucoup chez Ecodev en la capacité des entreprises à demain créer des postes qui sont les responsables mobilité durable, au même titre qu'on l'a vu arriver sur les enjeux climat ou les enjeux RSE de manière large. Il n'y avait pas de profil ou très peu il y a 10 ans, aujourd'hui il y en a quasiment chez tous. On estime que la mobilité devra être aussi un sujet beaucoup plus structuré avec des profils dédiés et centralisés. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un gestionnaire de flotte auto, une URH qui va rembourser des passes transport en commun, vous allez avoir des gens de la communication qui, lors des pics de pollution ou des moments comme aujourd'hui, vont vous dire télétravailler, etc. Et donc tout ça est décentralisé et peu cohérent. Et on a des moments clés, pics de pollution par exemple, qui normalement imposent les employeurs à justement inciter et à travailler sur ces sujets. Si vous faites des petits calculs produits en croix très simples, vous vous dites qu'on peut faire 2-3% de report modal assez rapidement, bah vous faites les 2-3% fois le nombre de salariés fois 220 jours travaillés fois même un SMIC horaire, vous comprenez que la masse financière associée à ces changements de comportement sont énormes et le ROI de la création d'un poste est instantané dès qu'on est sur des structures de plus de 50 ou 100 personnes. Après, donc, il faut valider des canaux de communication, c'est assez mécanique la suite, sélectionner des sites ou des sites prioritaires, réfléchir sur une politique incitative. Alors, la politique incitative, ça peut être aussi la contrainte, on le voit bien. On s'est projeté à des moments dans des réflexions, vous pourriez très bien vous dire, tiens, pendant quelques jours, vous interdisez l'accès au parking ou vous travaillez sur ces sujets de contrainte. C'est assez drastique, mais on voit que, et c'est ça la bonne nouvelle, et moi je le vois depuis plus de 10 ans, de toute manière, sur les sujets du développement durable, on se dit souvent, ce n'est pas possible ou je l'appréhende ce sujet. Une fois que je l'ai testé, je ne reviens plus en arrière. Alors moi, je connais personne aujourd'hui qui se lance dans des démarches de mécénat, qui se lance dans des démarches socialement plus vertueuses ou environnementalement plus vertueuses et après reviennent en arrière. Donc ça, c'est la bonne nouvelle de toutes nos thématiques, c'est que ça peut paraître utopique au départ, mais une fois qu'on se lance, on se dit, mais en fait, pourquoi je ne l'ai pas fait avant et oui, c'est plus chouette d'être vertueux ou d'être plus responsable. Voilà. Alors sur le covoiturage, ce qui est assez marrant, c'est qu'une grande raison, enfin la principale raison des usagers, c'est souvent les raisons économiques. Mais derrière ces raisons économiques, on a aussi un avantage social assez fort, et c'est souvent celui qui est mis en avant par les usagers, parce que c'est plus chouette de dire effectivement je suis vertueux et je partage que je le fais uniquement pour des raisons économiques. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Et puis, solliciter vos parties prenantes. Il y a quelques années, on nous disait « Ah, mais moi, je ne veux pas faire covoiturer avec telle entreprise voisine parce que concurrent, etc. » C'est fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce que je répondais, c'est que le parc d'à côté ou le café d'à côté est aussi un lieu où les gens sont en relation. Et du coup, ça n'a pas de sens que de parler de concurrence sur ces sujets, puisque plus on est, plus ça marche. Donc, n'hésitez pas à solliciter, à utiliser des structures comme les nôtres ou d'autres pour pouvoir toucher vos voisins, collectivités, entreprises voisines et mutualiser. Ça a énormément d'avantages et d'intérêts en termes déjà de coûts et d'usage. Et puis, il y a, pour aider au déploiement, j'ai mis un slide dédié à l'actualité. Il y a le forfait mobilité durable qui a été acté pour le 1er janvier. Donc, le décret va sortir. On sait que le covoiturage fera partie des incitations, en tout cas des
modalités de déploiement de ce forfait mobilité durable, jusqu'à 400 € par an, vous pouvez en tant qu'employeur récompenser quelque part et favoriser la pratique du covoiturage sans charge. Donc c'est extrêmement intéressant parce que c'est vraiment, je donne un outil pouvoir d'achat par exemple aux collaborateurs pour féliciter, valoriser leur pratique plus vertueuse. Donc on reviendra dessus, on a un webinaire justement à la fin du mois d'avril, le 28 si je ne me trompe pas, sur le sujet du forfait mobilité durable, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais c'est un super outil que j'encourage à regarder de près, puisque il est vraiment dédié à ces sujets. Et enfin, quasiment, les enjeux de sensibilisation. Donc, il faut avoir. Alors, nous, on pense qu'il faut former des gens, des salariés volontaires, comme ça se fait souvent sur la partie RSE avec des green teams ou autres, mais rien ne vous empêche de former des collaborateurs aux questions classiques, à l'usage de l'outil, BlaBlaLines par exemple, bien évidemment, et de travailler sur créer des ambassadeurs de ces thématiques. Après, il y a un certain nombre de sujets qui sont assez classiques aujourd'hui. C'est réaliser des événements, des stands, ça peut être des petits déjeuners, ça peut être des découvertes, ça peut être des conférences, l'intégrer dans une réflexion plus globale ou pas, pour pouvoir ensuite valoriser toutes les incitations que vous mettez en place et toutes les politiques associées. Sachant qu'il y a des choses existantes, on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo, il y a des trajets par exemple gratuits aujourd'hui, il y a des cartes carburant qui sont offertes, il y a de la gratuité sur d'autres types de pratiques ou d'usages payés par les collectivités, il y a des parrainages possibles. Enfin, aujourd'hui, les outils, BlaBlaLines l'illustrent parfaitement, met en place des moyens pour inciter les gens à utiliser, à tester, assez intéressant parce que c'est des partenaires, c'est du budget marketing et globalement pour l'employeur, c'est cadeau, quoi. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit bien que c'est ces incitations qui vont faire la bascule d'un certain nombre de personnes. Donc, valorisez-les puisqu'elles existent, ça serait dommage de s'en priver. Et puis après, il y a un certain nombre d'outils de communication qui peuvent être faits. Donc, bien évidemment, notre métier, ça va être d'en fournir des gratuits, des plus complets, d'accompagner toutes ces thématiques parce que du coup, c'est en partageant ce savoir qu'on va du coup tous avancer. Et à la fin, mais Adrien l'a déjà dit, l'idée c'est de faire du reporting. Alors il y a du reporting mécanique, on l'a vu, lié aux chiffres clés liés à l'usage, mais il y a aussi du reporting qui peut être lié à faire une enquête beaucoup plus large avec des enjeux cognitifs ou qualitatifs sur le pourquoi du comment. Nous, on pousse beaucoup aussi à intégrer ces réflexions et ne pas se cantonner uniquement aux chiffres clés, puisque sur les changements de comportement, les données qualitatives sont extrêmement importantes. Et donc d'avoir après des pistes d'amélioration et travailler sur ces sujets en intégrant, on va dire, des données quantitatives, comme c'est vu précédemment, automatiques, et qualitatives via, par exemple, le profil que j'ai annoncé de mobilité. Donc voilà dans les grandes tendances. N'hésitez pas, du coup, je ne sais pas, on va laisser Thomas peut-être reprendre la main pour structurer les questions et on va essayer d'y répondre. On se fixe jusqu'à 10h05, 10, on va prendre 5 à 10 minutes de questions et puis les autres, on les fera par mail. Thomas, non, c'est ça? Ouais, exactement. Donc, il y avait pas mal de questions, donc à mon avis, on ne pourra pas toutes les traiter. On les traitera après. Je vais commencer peut-être par des questions liées à BlaBlaLines et à l'accompagnement. Il y a des questions pour savoir si l'application est gratuite, donc entre autres pour les entreprises. Et donc, quel est le coût de la fonctionnalité entreprise pour BlaBlaLines? Est-ce que BlaBlaLines peut aider au projet de la mobilité comme le proposent d'autres applications comme Klaxit? Voilà, et quelles sont les démarches à faire pour l'entreprise pour obtenir les informations, etc. etc. Ouais. Comment ça marche ces relations? Non, aujourd'hui, c'est complètement gratuit. Le reporting est gratuit. On n'a pas vocation à gagner de l'argent avec ces données-là. En tout cas, ce n'est pas la stratégie. Les démarches pour y avoir accès, c'est se rapprocher de moi directement ou d'Ecodev, en fait, ou de Timothée Thomas. Aujourd'hui, nous, on ne fait pas d'accompagnement sur les plans de mobilité comme des concurrents peuvent le faire eux-mêmes. Et on travaille plutôt main dans la main avec Ecodev. On se dit que c'est un autre métier et l'approche qu'il y a derrière, c'est qu'en fait, beaucoup de gens vont vouloir avoir un prisme très covoiturage. C'est très, très bien. Mais c'est pas mal d'avoir une approche un peu plus globale mobilité qui prend en compte d'autres moyens, d'autres solutions. Et c'est le métier des collègues de faire ça. Donc concrètement, nous, notre métier, là où on se focus, c'est vraiment avoir une application qui marche nickel, que les gens adorent à bien utiliser, avec le meilleur matching entre les gens possible. Ça, c'est le cœur de métier. Et de proposer les données pour qu'après, elles soient analysées et actionnées. Donc, j'espère que j'ai répondu. L'application est gratuite pour les entreprises. Se rapprocher d'Ecodev ou de moi directement. Et on ne fait pas d'accompagnement nous-mêmes en direct. On travaille plutôt avec Ecodev.
Juste pour effectivement compléter la réponse, il y a quelques années, l'idée des modèles économiques était de créer des outils spécifiques, développés sur mesure, graphiquement et techniquement, et ça coûtait énormément à l'employeur. On s'est aperçu, pour l'avoir testé et piloté pendant plusieurs années sur plusieurs centaines de projets, que quand vous faites votre coût, et que je disais tout à l'heure, combien ça coûte à un employeur de développer ces outils, de les faire vivre et les suivre dans le temps par rapport au report modal, on arrivait à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros par voiture retirée de la circulation, ce qui n'est pas viable et complètement d'ailleurs ridicule dans certains cas au regard de ce qu'on pourrait utiliser, enfin quand on pourrait utiliser cet argent pour faire d'autres choses. Donc là, effectivement, nous, le parti pris, en tout cas sur la partie conseil, c'est de dire il y a des outils. Alors là, BlablaLines, bien évidemment, mais il pourrait avoir la machine à café, comme je le disais, ou d'autres outils qui permettent à la mise en relation, qui sont gratuits, qui est complètement aujourd'hui ouvert. Et c'est la philosophie de l'approche. Et plus c'est ouvert, plus c'est open bar, quelque part, plus ça marche. Et les modèles économiques se déportent sur l'accompagnement, le conseil ou la valorisation associée à l'accompagnement. La chance qu'on a quelque part avec un outil comme BlablaLine, c'est que derrière, il y a Blablacar et que du coup, Blablacar a un modèle économique et qu'ils peuvent investir en R&D et en outils aujourd'hui, ce qui n'est peut-être pas le cas d'un certain nombre de structures. Après, moi, je compare souvent aussi ces sujets à la vie du web de manière générale à l'échelle de la planète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut parler de local et d'outils extrêmement pointus et régionalisés, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, on a des gros, hein, des Google, des Amazon, des Facebook, etc., qui aussi peut-être voudront un jour se développer sur ce type d'outils. Et ce qui est important de comprendre, c'est qui est derrière en termes d'usage et de données pour justement s'assurer qu'on ait, on va dire, un outil fiable en termes de respect de nos pratiques et de nos usages. Et ça, seul l'avenir nous dira finalement si ce que je suis en train de dire se validera. Mais en tout cas, voilà, c'est important de se dire qu'à date, l'enjeu, c'est de diffuser les outils pour avoir de l'usage et de la pratique. Merci. Autre question un petit peu plus générale. Est-ce que les solutions, les modèles de covoiturage sont aujourd'hui adaptés à la mobilité domicile-travail en milieu rural? Et une autre question associée, comment promouvoir le covoiturage en dehors des zones très urbaines, par exemple dans le Périgord, pour ce cas particulier? Ouais, c'est un défi puisque par définition, on veut faire du covoiturage là-bas puisqu'il y a moins de solutions de transport en commun, mais il y a moins de solutions de transport en commun puisqu'il y a un peu moins de demandes de trajet. Il y a plusieurs approches possibles. Nous, l'approche qu'on prend et qu'on voit marcher, c'était de vraiment laisser les gens proposer domicile-travail sans chercher à créer des endroits spécifiques et donc de couvrir le plus gros maillage possible du territoire. C'est quelque chose qui s'est passé quand on s'est connecté au registre de preuve du covoiturage que Timothée mentionnait, qui est donc l'endroit qui agrège les données de covoiturage qui viennent des différentes plateformes de covoiturage. On avait une couverture nationale et ils nous ont rappelé d'ailleurs en disant mais c'est quoi ces trajets en campagne près de Cahors et au fin fond de la Lozère, c'est vrai et tout. Bah oui, c'est vrai, il y en avait. Une fois que j'ai dit ça, j'ai pas je pense que tu pourras répondre plus précisément que moi. La solution, ça reste quand même d'avoir le plus de gens possible dessus et du coup, j'en reviens à la facilité de proposer des trajets pour pouvoir avoir le plus de liquidité possible. C'est beaucoup ça qui permettra de faire émerger. Ça reste sur de la vraie masse critique. C'est la même problématique de masse critique qui est un peu plus difficile dans un contexte plus rural. Oui, alors après, nous, on le voit quand on accompagne des employeurs en zone rurale très isolés sur les sujets des plans de mobilité, on voit que de toute manière, la solution covoiturage est une solution intéressante parce qu'elle concerne la majorité des gens en potentiel, hein, théorique. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, la quantité de trajet est pas forcément importante. Donc, on a plus de contraintes sur les horaires, sur les destinations et sur les enjeux, on va dire, associés à la pratique. Mais ce qui est intéressant, c'est que si l'employeur comprend que ça va dans son sens, il peut aussi mettre en place et aménager un certain nombre de nouvelles règles en termes d'horaire, en termes de valorisation de pratiques, en termes de financement. Et on a sur des sites très isolés qui jouent le jeu, bien évidemment, et qui l'ont intégré dans une réflexion vraiment stratégique, on peut avoir jusqu'à 20, 30, 40% de gens qui vont régulièrement covoiturer. Ça ne veut pas dire tous les jours, tout le temps, mais on a des volumes qui sont extrêmement intéressants, mais ils ont mis les moyens et ils ont, on va dire, une politique alignée quelque part, en ayant regardé en amont les contraintes et les besoins. Mais en zone rurale, effectivement, vous avez des forts enjeux parce que les coûts de déplacement sont souvent beaucoup plus élevés qu'en zone urbaine. Merci.
Une autre question liée, enfin, j'essaie de concaténer les questions liées à la crise qu'on connaît actuellement. Déjà, est-ce qu'il y a du covoiturage en ce moment sur Bubble Lines avec le confinement? Comment on envisage l'impact de la crise sanitaire sur la pratique de covoiturage à l'avenir? Est-ce que le covoiturage va reprendre après la crise? Est-ce qu'il va pas y avoir une problématique de confiance? Voilà. Alors, la plateforme reste ouverte et il reste un très petit volume, un très petit pourcentage de covoiturage. On est à moins de 5% d'un volume normal. Pourquoi on l'a gardée ouverte? Parce qu'en fait, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est beaucoup des équipages de gens qui se connaissent depuis quelques temps déjà. Donc, ce qu'on observe, c'est que les gens qui continuent à utiliser la plateforme en ce moment, c'est des collègues qui travaillent au même endroit juste à côté, qui se connaissent depuis très longtemps, qui ont dans tous les cas besoin de se déplacer pour aller travailler. Donc, ça n'aurait pas de sens de la fermer pour eux. Ce qu'on observe aussi, c'est que le pourcentage de trajets qui vont vers les hôpitaux, donc de soignants en hôpitaux, a été multiplié par 10 entre avant la crise et pendant. Donc aujourd'hui, ça permet principalement à des soignants et des gens qui travaillent sur quelques zones d'aller travailler, mais c'est un volume très très faible. C'est quasi, c'est extrêmement faible par rapport à la normale. Est-ce que ça va reprendre? Oui. Si on prend une perspective très long terme, c'est entre guillemets sûr que oui, puisque ça va dans le bon sens. Et je pense personnellement que le covoiturage est un peu le sens de l'histoire. On a créé tout notre urbanisme, toute notre économie au cours des dernières décennies autour de la voiture individuelle. Et maintenant, on en revient complètement et on change de paradigme. Donc, ça va repartir, ça ira dans le bon sens. La question, c'est à quelle vitesse et selon quelles conditions. Là, je ne vais pas trop m'avancer puisque je pense que ça dépend énormément des mesures sanitaires qui vont être mises en place. Est-ce qu'on aura des tests de dépistage faciles qui permettent de savoir si on est immunisé ou pas? Est-ce qu'un port du masque obligatoire permettrait de rendre le covoiturage facile? Il y a plein de scénarios en place. On travaille chez Blablacar au global, main dans la main avec les ministères aux stratégies de déconfinement, puisque comme ça a été mentionné dans le chat, en fait, il s'avère que le covoiturage limite un peu les risques de propagation du virus par rapport à d'autres transports en commun. Puisque une personne porteuse du virus parmi 30 ou 40 passagers dans un bus risque d'en contaminer plusieurs. Une personne mise au hasard dans une voiture parmi 20, le risque est limité à cette voiture. Donc, c'est une des stratégies d'aller vers ça. On a bien conscience que oui, il y aura quand même des défis de confiance dans les mois à venir, mais c'est juste ça va repartir dans la bonne direction derrière. Il n'y a pas trop d'inquiétude là-dessus de notre point de vue. Après, on peut élargir la question au café, au cinéma, au théâtre, et on peut se projeter de la même manière. Est-ce que demain, on n'aura plus de théâtre, plus de restaurant, plus de cinéma? Ou est-ce qu'on se dit que ça va revenir à un moment donné à la normale, même si effectivement, clairement, la période actuelle fait qu'on a du mal à se projeter à court terme? Euh, voilà. Autre question, Thomas? Ton micro est bloqué. Oui, autant pour moi. Je peux venir. Oui, on va quitter la crise actuelle et revenir sur une question un peu plus générale. Comment une entreprise et une collectivité territoriale peuvent travailler ensemble pour favoriser le covoiturage ou les bonnes pratiques de mobilité? Alors pour moi, je ne sais pas, Adrien, tu pourras compléter, mais il y a plusieurs façons de voir les choses. Il y a dans les deux sens, c'est-à-dire que l'employeur peut aller voir sa collectivité justement pour l'éveiller ou essayer de la pousser à intégrer ces sujets dans leur quotidien, puisqu'aujourd'hui les compétences des autorités organisatrices de la mobilité peuvent intégrer ces sujets de covoiturage. Donc, alors il y a des collectivités qui vont vous dire si vous covoiturez, vous avez des places de parking dans le centre-ville pour aller faire vos courses moins chères ou gratuits, vous avez des places de cinéma ou l'entrée à la piscine offerte, etc. Donc les autorités organisatrices de la mobilité via les collectivités peuvent intégrer de cette manière le sujet, et à l'inverse, elles ont aussi besoin que les employeurs jouent le jeu pour pouvoir relayer les incitations et l'information sur le sujet du covoiturage et créer de la masse critique. Donc en fait, ça fonctionne dans les deux sens. En ayant dit ça, c'est très théorique. Dans la pratique, c'est vraiment variable en fonction des territoires et des interlocuteurs. Moi, je vous encourage à au moins faire quelque chose qui est simple, c'est demander ou exiger de l'interco ou des gens compétents sur ces sujets de mobilité d'organiser l'équivalent d'une table ronde, conférence, séminaire, je ne sais pas, vous l'appelez comme vous voulez, autour de la mobilité durable, puisque c'est une obligation légale, pour aider les employeurs à avoir des réflexions. Nous, on le fait beaucoup. On essaye autant que possible de partager le maximum d'informations pour permettre justement à ces gens de se rencontrer, d'échanger et d'apprendre à travailler ensemble. Parce qu'il y a une dizaine d'années, c'était très
compliqué de mettre l'AOM avec les gens de l'interco et les employeurs autour de la table. Aujourd'hui, ça devient assez évident justement de se réunir pour justement trouver des réflexions. Et je ne vais pas dévoiler toutes les dynamiques ou les projets qu'on gère pour des territoires, mais vous avez beaucoup de territoires aujourd'hui qui sous-traitent une partie de cette réflexion à des cabinets comme le nôtre justement, ou qui sous-traitent une partie. Et on voit bien que c'est parce qu'elles n'ont pas les compétences en interne. Donc il faut être aussi assez tolérant, mais mettons-nous autour de la table et poussez. Vous verrez qu'aujourd'hui, même si on peut se dire que l'administration française est lourde et trouver la bonne porte d'entrée auprès de la bonne personne, c'est pas évident avec le millefeuille administratif français. On y arrive de plus en plus et de plus en plus facilement, et les oreilles sont extrêmement attentives maintenant sur le sujet. Pour compléter, Timothée, il y a Aline qui complète sa question. De quelle obligation légale parlez-vous? Le plan de mobilité ou une obligation légale pour les collectivités territoriales? Je ne sais pas si tu as vu le… Ouais, en fait, dans le cadre de la LOM, donc la loi d'orientation des mobilités, vous avez un certain nombre de nouveautés. Donc, ce qu'on appelle les plans de mobilité aujourd'hui, c'est les anciens plans de déplacement urbain. Donc, on n'est plus sur la même notion vraiment employeur, mais à l'échelle territoriale, où là, l'idée, c'est de travailler justement sur une réflexion globale des flux de mobilité à l'échelle d'un territoire. Et dans ce cadre, les autorités organisatrices de la mobilité, donc qui peuvent être des services des intercommunalités ou des régions, ont l'obligation, une fois par an, je crois, de mettre en place un comité de partenaires. Donc, bon, le texte de la loi, on pourrait essayer de le ressortir, le zoomer, mais donc qui impose justement à ces structures de se mettre autour de la table avec des partenaires, dont les employeurs du territoire, justement, pour réfléchir aux nouveaux axes, aux nouveaux développements de transport en commun ou aux nouvelles stratégies de déploiement de services de covoiturage, par exemple. Donc, c'est via la LOM. Je n'ai pas l'article en tête précisément, mais on pourra la mettre dans les réponses. Merci. Je regarde les questions. Peut-être toute dernière question pour terminer. Comment gérer la preuve du covoiturage pour les entreprises ou les collectivités? Et extension de la question, quid du respect de la protection des données personnelles? Ça, je pense que ce sera intéressant en plus de compléter par de l'écrit qu'on pourra envoyer pour mettre ça très clairement. C'est assez clé. La preuve du covoiturage, il y a plusieurs manières de le faire. Donc, il y a le registre de preuve du covoiturage qui notamment sert à plusieurs AO à flécher des subventions. Donc, l'exemple qu'on a, c'est typiquement Île-de-France Mobilité en ce moment, qui vient subventionner du covoiturage. La manière dont ça fonctionne, c'est que nous, on avance l'argent auprès des conducteurs, enfin, le covoiturage devient gratuit, puis on transmet au registre de preuve des données qui vient valider que ces covoiturages ont bien eu lieu et sont bien légitimes. Et le registre de preuve transmet cette information à Île-de-France Mobilité qui, du coup, nous verse de l'argent. C'est le fonctionnement ici. Donc, l'argent n'est pas versé directement par Île-de-France Mobilité à des particuliers. Il est reversé à nous, ce qui limite énormément les contraintes, notamment de GDPR ou autre, puisqu'il n'y a pas de partage d'informations personnelles. On ne partage pas les informations personnelles au registre de preuve ou à Île-de-France Mobilité. Ça reste des gens qu'on est capable de réconcilier par des clés anonymes, mais c'est tout. Pour les entreprises, il y a plusieurs autres solutions. Ça ouvre notamment à est-ce qu'on veut une relation directe entre une entreprise et une plateforme de covoiturage, ou est-ce qu'un véhicule financier comme le titre de mobilité qui va arriver dans les semaines, mois à venir simplifierait cela? Il pourrait être vu comme une carte de paiement pour utiliser du covoiturage. Nous, on a réfléchi à plusieurs méthodes pour partager de manière intelligente des données propres aux entreprises. Il y a plusieurs solutions. Soit la preuve du covoiturage est à la charge de l'usager, ce qui est certainement plus simple. C'est-à-dire que Thomas covoiture et il y a une incitation financière de son entreprise. Ce n'est pas nous qui allons transmettre l'information. Thomas va juste télécharger un reçu qui prouve qu'il a fait tant de covoiturage, qui fait foi et qui va pouvoir montrer à l'entreprise pour toucher son incitation. Dans le cadre où les entreprises souhaitent des liens directs avec une plateforme et qu'on envoie directement des informations, alors dans ce cas-là, on va collecter un consentement spécifique chez les gens concernés pour pouvoir faire ça. Donc, on a déjà deux bases dans nos conditions générales de BlaBlaLines, tout ce qu'il faut sur la privacy des données. Et comme vous pouvez l'imaginer, l'enjeu, c'est que pour nous, on est BlaBlaCar, 18 millions de membres en France. On ne peut pas jouer avec ça. On est obligé d'être très, très safe là-dessus et même souvent plus royaliste que le roi, c'est-à-dire que on va au-delà des normes de GDPR pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque de réputation pour la marque et qu'on protège bien les données personnelles. Donc, dans les cas où il y a besoin d'être plus précis, dans ces cas-là, on viendrait collecter un consentement spécifique pour les gens concernés en leur expliquant pourquoi on a besoin de faire ça, est-ce qu'ils sont d'accord et si oui, dans ce cas-là, on est capable de transmettre. Merci.
On va peut-être s'arrêter là, parce que le temps tourne, sauf si vous avez des dernières informations très importantes à nous fournir. Adrien ou Timothée, non? Non, moi, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, moi, je suis ravi. Je sais pas si Adrien, tu as des compléments. Pareil, merci beaucoup pour l'invitation et la discussion. Bon courage pour le confinement à tous. Et je pense qu'on suivra par écrit. Ce sera intéressant de creuser les différents points, de Ouais. répondre à tout par écrit. Ouais, donc du coup, je complète. Donc vous recevrez le support utilisé et on va vous envoyer une petite FAQ avec les questions qui ont été posées ce matin pour bien répondre à toutes les questions qui ont été posées. Merci Voilà. Thomas pour la logistique. Pas de Incroyable. souci, pas de souci. Et merci, bonne journée à tous et rendez-vous à nos prochains webinaires autour de la mobilité ou autre. Merci, au revoir. Merci à tous.